Salut les scientifiques! Comment peut-on passer d'un bâton de verre frotté sur de la soie à la découverte d'un noyau 100 000 fois plus petit que l'atome lui-même? Et comment les scientifiques font-ils pour peser quelque chose d'aussi petit? Dans cette vidéo, on plonge au cœur de la matière. On va décortiquer ensemble la structure de l'atome, ses dimensions inimaginables et ses constituants fascinants. On verra comment les grands savants ont peu à peu percé ce mystère. Alors, prêt à explorer l'infiniment petit? C'est parti! Alors bienvenue, aujourd'hui on va se transformer en détective pour résoudre l'un des plus grands mystères qui soit. De quoi est fait le monde qui nous entoure? On va suivre les indices un par un, exactement comme les scientifiques l'ont fait tout au long de l'histoire. Bon, allons-y. C'est la question de base, n'est-ce pas? Du grain de sable sous nos pieds jusqu'à l'étoile la plus lointaine, tout ça c'est fait de quoi, au juste? C'est une énigme qui a occupé les esprits pendant des milliers d'années. Et la réponse, la voilà. Ce sont les atomes. Ce qui est fou avec cette image, c'est que ce n'est pas un dessin, hein. Ce sont de vrais atomes. Pendant quasiment toute l'histoire de l'humanité, c'était impossible à imaginer, et encore moins à voir. Mais aujourd'hui, on a des microscopes tellement puissants qu'on peut littéralement observer les briques élémentaires de notre univers. Pour qu'on se fasse une idée de leur taille, le petit point qui termine une phrase. Eh bien, dans ce minuscule point, il y a plus de 2 milliards d'atomes. C'est un chiffre qui donne le vertige. C'est inimaginablement petit. Mais attention, il ne faut pas croire que tous les atomes sont les mêmes. Ce tableau le montre bien. Même s'ils sont tous minuscules, ils ont des tailles et des masses différentes. Par exemple, l'hydrogène, c'est le plus petit, le plus léger, tandis qu'un atome de plomb est nettement plus grand et beaucoup plus lourd. Notre enquête commence il y a très longtemps, avec la toute première intuition sur la nature de la matière. C'est notre première piste? Il faut remonter aux philosophes de la Grèce antique, il y a plus de 2000 ans. Ils ont eu une idée de génie. Ils se sont dit, si on prend n'importe quoi et qu'on le coupe encore et encore, à un moment, on doit bien arriver à un morceau si petit qu'on ne peut plus le couper. Ce grain ultime, ils l'ont appelé atomos, ce qui veut dire insécable. L'idée était née. On fait un bond en avant jusqu'en 1804. C'est là qu'un chimiste anglais, John Dalton, met tout ça en forme dans une vraie théorie scientifique. Et pendant quasiment un siècle, c'était la vérité absolue. L'atome, c'est une petite bille solide qu'on ne peut ni casser ni détruire. On pourrait croire que l'enquête est terminée, mais pas du tout. Et c'est là que notre histoire prend un tournant complètement inattendu. Le premier grand rebondissement. Cet atome qu'on croyait indivisible avait en fait un secret bien gardé. Il faut bien se mettre dans le contexte. Le modèle de Dalton était super efficace. Il expliquait plein de choses en chimie, tout le monde était d'accord. L'atome, c'était la brique de base, le point final. Sauf que, il y avait des petits trucs qui ne collaient pas. Par exemple, l'électricité statique. On a tous fait l'expérience de frotter une règle en plastique et d'attirer des petits bouts de papier. Comment c'est possible si la matière est faite de petites billes neutres et incassables? Le modèle de Dalton n'avait aucune réponse à ça. Il manquait clairement une pièce au puzzle. Et voilà l'indice qui va tout changer. En 1897, le physicien J.J. Thomson met la main sur une particule minuscule avec une charge négative et qui est presque 2000 fois plus légère que le plus petit des atomes. C'est l'électron. Et là, c'est la preuve irréfutable que l'atome n'est pas indivisible. La théorie de la petite bille solide, elle vient de voler en éclats. C'est une révolution. Sans cette découverte, pas d'électricité, pas d'ordinateur, pas de smartphone. Toute notre technologie moderne vient de là. Bon, alors, si l'atome n'est pas une bille, à quoi il ressemble? Thomson a proposé une nouvelle image qu'on appelle souvent le modèle du gâteau au raisin. Il a imaginé l'atome comme une sorte de pâte avec une charge positive et à l'intérieur, les électrons négatifs seraient plantés dedans comme des pépites de chocolat. C'était la toute première tentative de dessiner l'intérieur d'un atome. Ok, maintenant, on sait qu'il y a des choses dans l'atome. La prochaine étape de l'enquête, c'est de comprendre comment tout ça est organisé à l'intérieur. On s'approche du cœur du mystère. C'est là qu'un autre grand nom entre en scène, Ernest Rutherford. En 1911, il monte une expérience super astucieuse pour essayer de cartographier l'intérieur de l'atome. Son but, à la base, c'était juste de confirmer le modèle du gâteau au raisin de Thomson. Mais ce qui s'est passé a été un choc total. Rutherford lui-même n'en revenait pas. La plupart de ces particules traversaient sa cible, une très fine feuille d'or, sans aucun problème. Mais quelques-unes, une infime partie, rebondissaient violemment en arrière. C'était complètement impossible à expliquer avec le modèle du gâteau au raisin. Alors, pour bien comprendre le changement, regardons la différence. Avant, on pensait que la masse et la charge positive étaient étalées partout dans l'atome. Rutherford a compris que non.
Tout était concentré dans un point minuscule et hyper dense au centre, le noyau. Et le reste de l'atome? Eh bien le reste, c'était du vide, presque entièrement vide. Pour donner une échelle, c'est simple. L'atome est environ 100 000 fois plus large que son noyau. C'est comme si le noyau avait la taille d'un petit poids posé au centre d'un immense stade de foot. Les électrons, eux, seraient quelque part tout en haut des gradins. Entre les deux, rien, du vide. Avec cette découverte hallucinante, les dernières pièces du puzzle commencent vraiment à se mettre en place. On peut maintenant dresser le portrait final de notre suspect, l'atome. Juste après Rutherford, un autre physicien, Niels Bohr, vient peaufiner le modèle. Il a suggéré que les électrons ne se baladent pas n'importe comment dans ce grand vide, mais qu'ils suivent des chemins bien précis, des orbites, un peu comme les planètes tournent autour du Soleil. C'est l'image de l'atome planétaire, celle qu'on connaît souvent. Donc si on fait le bilan de notre enquête, voilà le portrait robot final. On a un noyau minuscule, hyper lourd et positif. Autour de lui, dans un espace immense et quasiment vide, tournent les électrons, qui sont tout légers et négatifs. Et le tout est parfaitement neutre, parce que la charge plus du noyau annule la charge moins des électrons. Et on termine là-dessus avec une question qui est peut-être la plus folle de toutes. Si la matière qui nous compose, cette table, ce sol, nos propres corps, est faite à 99,99% de vide, pourquoi est-ce qu'on ne passe pas à travers les murs? C'est le grand paradoxe de l'atome, et ça ouvre la porte à d'autres mystères encore plus étranges. شكراً على المشاهدة. إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة، قناة بروفي التعليمية.